énième numéro de cette émission Interface. On va revenir sur trois thématiques précises. Tout d'abord, on va commencer par ces petits conflits, s'il faut l'appeler ainsi, au niveau de la province de Mongala, entre les gouverneurs de ces provinces et l'Assemblée provinciale. Les gouverneurs dont la Cour de cassation avait demandé à l'Assemblée provinciale de lever ses immunités, voulais-je dire, chose qui a été fait. Et à son tour, le gouverneur est allé à la cour d'appel justement pour demander à la cour de suspendre cette décision. Et la cour d'appel a pris la décision suspendant la décision prise par l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il y a-t-il pas un conflit ici entre les juridictions et conflit des compétences? On en parle dans cette émission. Mais aussi, on va revenir sur le dossier Stanislas Bouzikira, ce journaliste qui est détenu jusque-là, sur les locaux de la prison centrale de Makala, sans pourtant oublier cette thématique liée au décès de Chéribert Okende, ancien ministre des Transports, après les résultats qui ont été rendus le jeudi passé par les procureurs après la Cour de cassation. Quelle analyse faire de ces résultats après 7 mois à passer et arriver jusqu'à ce niveau? On en parle avec Maître Cédric Ntumba. Maître, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors Maître, on va commencer avec ces conflits au niveau de la province de Mongala. Le gouverneur suspendu. Ensuite, il est allé à la cour d'appel. La cour d'appel qui va demander à la cour, à l'Assemblée provinciale, plutôt d'asseoir à cette décision qui a été prise de la levée des immunités de ces gouverneurs demandée par la Cour de cassation. Quelle analyse pouvez-vous faire de ces dossiers? Merci beaucoup de la parole d'abord. La question tombe à bon point parce qu'elle est d'actualité. Et comme je vous avais dit, l'état des droits, c'est un état dans lequel, n'est-ce pas, tout le monde est soumis aux lois, les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire que vous soyez assemblée provinciale, gouverneur et autres, vous êtes soumis aux lois. Être soumis aux lois, c'est non seulement respecter, n'est-ce pas, ce que la loi dit, mais aussi c'est respecter la procédure à laquelle la loi astreint, n'est-ce pas, l'autorité pour prendre une décision. Monsieur le gouverneur de la Mongala, il voit la poursuite sollicitée par le procureur général être autorisée par les bureaux provisoires. En même temps, le procureur général veut entamer les poursuites autorisées. Mais lui, il saisit la cour d'appel, la cour administrative d'appel, de telle sorte que cette dernière puisse justement suspendre les effets de la décision prise par l'Assemblée, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Je m'en vais vous dire que dès lors, c'est-à-dire 15 jours après l'annonce de résultats par la CENI, la session extraordinaire doit être convoquée et l'Assemblée provinciale, statut des planos, c'est-à-dire des pleins droits, pour 4 missions précisées dans la loi sur l'organisation de la province, parmi lesquelles il y a l'installation du bureau provisoire, la validation de mandats ou de pouvoirs, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et l'installation du bureau définitif. Donc il y a 4 objets pour lesquels l'Assemblée provinciale est convoquée de plein droit pour statuer en session extraordinaire. La question, le bureau provisoire qui y a statué, est-elle compétente? Déjà nous disons que parmi les matières ou parmi les objets pour lesquels l'Assemblée provinciale a été convoquée, il y a l'installation du bureau provisoire. C'est-à-dire l'institution pour laquelle nous sommes venus siéger ici, elle a été, n'est-ce pas, convoquée pour siéger que pour ces matières-là. Donc, dès lors que le bureau provisoire a été adopté, il en reste 3 autres matières. Non seulement pour lesquels les bureaux provisoires ne sauraient s'en passer, mais aussi ne sauraient aussi
considérer d'autres objets pour lesquels il pourrait être saisi sans que cela ne figure dans la loi sur la libre administration de la province. C'est ainsi que le bureau provisoire, quand il prend sa décision d'autoriser le poursuite, je m'en vais vous dire que l'autorisation de poursuite judiciaire ordonnée par l'ensemble des bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale, cette autorisation, elle est donnée sans que l'Assemblée provinciale ou le bureau provisoire n'en ait la compétence. Parce que, avant d'agir, il faut avoir la compétence, puisqu'il est des secrets polichinelles que les compétences sont d'attribution. Mais, lorsque le gouverneur a constaté que le bureau provisoire qui statue sur cette matière ne peut pas en réalité y statuer parce que la loi, quand elle nous parle des autorisations de poursuite, ça il faut retenir, la loi parle des autorisations de poursuite, qu'on peut lever des immunités, on peut poursuivre. Mais elle dit, pendant la session, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale peut statuer sur la levée des immunités ou le poursuite, n'est-ce pas, de gouverneurs et autres. Et en dehors des sessions, le bureau, n'est-ce pas, le bureau peut statuer sur l'autorisation de poursuite. C'est d'ailleurs la phrase de la Constitution qui dit « Aucun député, aucun tel ne peut être poursuivi, arrêté, détenu sans l'autorisation, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale. » Je m'en vais vous préciser que lorsque on nous parle de bureau, la loi ne précise pas de quel bureau s'agit-il. Quelqu'un pourrait dire que comme on ne précise pas le bureau, il s'agit bel et bien d'un bureau, je dirais, définitif ou d'un bureau provisoire, ou les deux confondus. Mais la question est simple. Le bureau provisoire est installé et le bureau provisoire examine, n'est-ce pas, c'est-à-dire statue. Sur des thématiques précises. Sur des thématiques c'est l'objet bien précis. Donc, toute décision que pourrait prendre le bureau provisoire ne peut se circonscrire qu'à l'objet pour lequel l'Assemblée elle-même provinciale a été convoquée en session extraordinaire. Alors, aller c'est-à-dire faire autre chose, ce serait aller ultra petita. Et l'Assemblée provinciale, quand elle autorise les poursuites sans qu'elle en ait la compétence, sans que l'autorisation de poursuite ne soit préalablement dite ainsi par la loi, cette assemblée est incompétente, n'est-ce pas? Ce bureau provisoire est incompétent pour statuer sur la question d'autoriser les poursuites. C'est ainsi que le procureur, quand il a reçu l'autorisation de poursuite, comme il en est général, indépendamment d'abord de ces cas précis, quand l'Assemblée provinciale autorise les poursuites, même quand le bureau provisoire, même s'il n'en a pas la compétence, il y a le principe de la foi due aux actes. Le procureur général, il ne va pas examiner le respect de procédures et autres par lesquelles ont été astreintes l'autorisation ou a été astreinte l'autorisation de poursuite. Non. Le procureur prend justement acte de l'autorisation de poursuite et entame le poursuite et l'instruction. Alors, maître, au moment où la Cour de cassation a demandé la levée des immunités du gouverneur concerné, ensuite, cette décision a été exécutée par les bureaux provisoires de l'Assemblée provinciale et c'est le gouverneur à son tour qui va aller au niveau de la Cour d'appel pour demander à la Cour de suspendre la décision prise par l'Assemblée provinciale. Est-ce que la Cour d'appel, au moment où la Cour de cassation a fait déjà sa demande, a-t-elle la compétence d'annuler une décision prise par l'Assemblée provinciale au moment où on dit que l'Assemblée est souveraine? Merci beaucoup. Je m'en vais vous préciser une chose. C'est que l'incompétence, une décision prise dans l'incompétence ne saurait pas demeurer éternellement. Et puis, la décision prise dans l'incompétence est un monstre.
Et dans un état de droit, comme vous le savez bien, les gouvernants et les gouvernés doivent être soumis aux lois et doivent respecter, n'est-ce pas, les libertés publiques et les droits fondamentaux des citoyens. Lorsque on sollicite l'autorisation de poursuite par, n'est-ce pas, le procureur général, c'est vrai que l'Assemblée, le bureau provisoire a autorisé les poursuites. Mais il faut aussi dire qu'il y a excès de pouvoir, n'est-ce pas, lorsque l'autorité qui prend la décision n'était pas compétente de prendre cette décision-là. Je me fais comprendre. Et aussi, il faut avouer que même en droit français, et aussi bien qu'en droit congolais, tous les actes qui autorisent l'engagement de poursuites, aussi bien disciplinaires, n'est-ce pas, que judiciaires, sont attaquables. Parce qu'il faut savoir, monsieur Daniel Roland, que la loi a soumis l'autorisation de poursuite et la levée des immunités à certaines conditions. Ça veut dire que même l'Assemblée provinciale et que même le bureau, même s'il s'agissait du bureau définitif, pour y statuer, il faut qu'elle respecte, n'est-ce pas, ou qu'il respecte les conditions auxquelles le bureau, n'est-ce pas, lequel bureau est astreint. Alors, quand il ne respecte pas les conditions, devrions-nous fermer les yeux, faire comme si de rien n'était, pour que le procureur entame les poursuites? Non. Le juge administratif, il a été institué, bien entendu, pour estomper le mauvais allure de l'autorité administrative. Il a été institué comme un frein aux abus, n'est-ce pas, de l'autorité administrative. Vous savez, bien entendu, que l'Assemblée provinciale est un organe délibérant d'une province. Vous savez aussi que les actes que l'Assemblée prend sont soumis aux lois. Mais dès lors que l'Assemblée provinciale prend un acte, le gouverneur était à même de saisir la cour d'appel pour suspendre les effets. Puisque je m'en vais vous dire qu'en matière administrative, il y a certains recours qui sont prévus. Vous pouvez saisir la cour administrative d'appel pour, bien entendu, annuler la décision prise pour excès des pouvoirs. Il y a excès des pouvoirs lorsqu'il y a violation de la loi, lorsqu'il y a incompétence, il y a plusieurs conditions. Mais déjà, je vous dis que étant donné que l'Assemblée, le bureau provisoire, a pris sa décision en dehors des matières sur lesquelles l'Assemblée provinciale a été convoquée en session extraordinaire, ces bureaux n'étaient pas compétents de prendre ces décisions-là. Elle aurait, normalement, pris la décision, la demande de l'autorisation des poursuites. Cette demande serait restée en veilleuse jusqu'à l'installation définitive, à l'installation du bureau définitif. Et lorsque viendrait le bureau définitif, ces bureaux auraient vu normalement la demande de l'autorisation de poursuite. Et ces bureaux définitifs auraient bien entendu statué sur ces demandes, sur le bien fondé, et puis autorisé, si possible, selon qu'il serait en session ordinaire ou il serait en vacances selon les cas, pour que le bureau ait le pouvoir d'autoriser les poursuites. Alors, mais je vous précise en même temps que qu'adviendrait-il dès lors que le procureur voit l'arrêt de la cour administrative d'appel suspendre les effets, n'est-ce pas, de l'autorisation de poursuite ordonnée par l'Assemblée provinciale? C'est que le procureur de la cour d'appel doit avoir une attitude légaliste. L'attitude légaliste, c'est-à-dire il prend acte et il ne pose aucun acte d'instruction ou de poursuite. Parce que l'autorisation de poursuite a été... Parce qu'avant d'abord que le gouverneur n'aille en référé suspension pour solliciter la suspension des effets de l'autorisation de poursuite, il faut aussi que le gouverneur aille d'abord attaque en nullité, n'est-ce pas, ou en annulation, excusez-moi, en annulation, l'autorisation elle-même. Et donc, étant donné que l'instruction sur l'annulation de l'autorisation de poursuite n'est pas encore intervenue ou n'est pas encore faite, et que l'arrêt, n'est-ce pas, c'est dans les 8 jours d'ailleurs, et que l'arrêt de la suspension
est déjà intervenu, le procureur suspend. C'est par là d'ailleurs que je peux dire que le droit administratif tient parfois le droit pénal en l'état. En ce sens que le procureur général ne peut plus poser des actes d'instruction ou de poursuite. Il n'a qu'à constater ce qui est fait. Mais qu'adviendrait-il, monsieur Daniel Rolland, si la Cour administrative d'appel n'annulait pas l'autorisation de poursuite ordonnée par le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale? La réponse est simple. C'est que le procureur de la République va reprendre, n'est-ce pas, va commencer à poser les actes d'instruction et des poursuites. Mais, à retenir, si la Cour administrative d'appel vient à annuler l'autorisation de poursuite parce que le bureau provisoire avait pris un acte dans l'incompétence manifeste, si le bureau provisoire avait pris l'acte dans l'incompétence manifeste, est-ce que le procureur général est-il à même d'aller encore saisir l'Assemblée provinciale, cette fois-là, par voie de son bureau définitif, pour statuer sur l'autorisation de poursuite? Ça, c'est une question importante. Mais à cela, je vous dis que dans cette matière, il ne s'opère pas les principes d'après lesquels non bis ibidem, pas des fois la même chose. Donc, dans cette matière, d'abord, l'annulation de l'autorisation de poursuite n'implique pas dispense de poursuite, mais implique plutôt la suspension de poursuite. Parce qu'on a suspendu les poursuites, étant donné qu'on a annulé l'autorisation, on ne peut plus continuer. Mais j'atterris en disant que toute le fois où le procureur constate que la cour d'appel ou la cour administrative d'appel a annulé la décision, n'est-ce pas, du bureau provisoire, le procureur est placé à saisir ou à ressaisir l'Assemblée provinciale parce que le fait criminel ne sont pas justifiés par l'arrêt de la cour administrative d'appel. En même temps, l'arrêt de la cour administrative d'appel ne statue pas sur le bien fondé de faits pour lesquels le procureur est saisi. Parce qu'il y a seulement une barrière à laquelle, n'est-ce pas, le procureur est buté, et cette barrière doit être ôtée. Et pour qu'elle soit ôtée, il faut que le procureur puisse rentrer à l'Assemblée provinciale. Quand il entre dans l'Assemblée provinciale, il va faire une autre demande. Et l'Assemblée provinciale ne lui dira pas que vous avez déjà été autorisé pour ce faire. Non, on est dans un état de droit. L'Assemblée provinciale, par les bureaux définitifs, prendra acte de l'arrêt de la cour d'appel, pourra encore y statuer à nouveau. Et quand il statue à nouveau, le procureur général va encore entamer le poursuite. Mais je vous dis, tout dépend du moment. Si au moment où le procureur veut ressaisir l'Assemblée provinciale pour solliciter les poursuites, monsieur le gouverneur de la Mongala n'est plus gouverneur, n'est plus réélu, qu'adviendrait-il s'il devient un monsieur tout le monde, c'est-à-dire monsieur ordinaire? Alors s'il devient monsieur tout le monde, à ce moment-là, le procureur général ne sera plus astreint à solliciter l'autorisation de poursuite et va directement poursuivre le gouverneur. Alors, vos explications sont claires et précises quant à ces sujets liés à ces conflits entre l'Assemblée provinciale de la province de Mongala ainsi que les gouverneurs. Alors, dans les 7 minutes qui nous restent, j'aimerais que vous puissiez commenter juridiquement, mais aussi socialement, à ces enquêtes, les résultats des enquêtes liées au décès de l'ancien député national et ancien ministre des Transports, Charibert Okende. Vous avez suivi les discours, vous avez suivi ces points de presse du procureur général près la cour des cassations, menaçant même les Congolais que nous sommes de ne pas commenter au risque d'être interpellés par la justice. D'abord, 7 mois pour des enquêtes pour arriver à de tels résultats. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire? Merci beaucoup pour la question. Messieurs Daniel Rolland, le procureur général a fait des enquêtes de telle sorte qu'il arrive à conclure sur la cause ou les causes du décès
de M. Chéribin Okende. Et à ses conclusions, il dit que M. Chéribin Okende s'était suicidé. Je n'aimerais pas m'inscrire dans l'ordre, en fait, dans ce que l'imaginaire collectif veut nous faire gober. Puisque M. Daniel Roland, si vous êtes dans une grange en bois complètement vide et que les portes sont hermétiquement fermées, tout démontre à suffisance que personne n'a été ni entré dedans ni dehors. Mais vous trouvez quelqu'un, après l'ouverture, vous trouvez quelqu'un le pied suspendu, la corde au cou. Mais il n'y a aucune table ni un tabouret sur lequel il s'est posé pour s'épandre. Vous vous direz, qui a tué ces messieurs? Vous ne sauriez pas donner des conclusions si vous ne faites pas d'enquête. Donc, il va falloir, si vous vous fiez au radio-trottoir, si vous vous fiez au faux bruit, vous risquerez aussi de transmettre presque certaines théories fumeuses. Parce que l'imaginaire collectif veut entendre du procureur. L'imaginaire collectif voulait entendre du procureur qu'il y a telle personne qui a tué, n'est-ce pas, Chéribin Okende, et que telle personne, n'est-ce pas, est à la base de sa mort, et que telle chose aurait causé sa mort. Non, mais l'imaginaire collectif ne dégage cette interprétation-là que de la simple observation de faits. Je vous ai donné un cas patent où si vous entrez, vous venez sans effectuer l'enquête, vous vous direz, cette personne s'est pendue comment? Il n'y a rien en bas, les portes sont hermétiquement fermées, toutes les clés sont de l'intérieur et les clés sont complètes. Vous risquerez d'entacher, n'est-ce pas, un récit cohérent de faits. Mais si vous faites l'enquête, vous allez conclure de l'enquête, ces messieurs s'étaient suspendus sur un bloc de glace qui a fondu avec la chaleur. C'est après l'enquête que vous pouvez arriver à cette conclusion-là. Maintenant, s'il n'y a pas d'enquête, ce n'est qu'à l'issue d'une enquête, Monsieur Daniel Roland, que nous pouvons quitter la zone de la vraisemblance à une zone évidente. Quand je parle de la zone de la vraisemblance c'est l'apparence de vérité. Et il y avait une apparence de vérité qui s'est dégagée, n'est-ce pas, de l'imaginaire collectif, du départ, le simple constat de fait. Mais qu'est-ce qui peut me permettre à quitter cette zone de vraisemblance vers une zone de l'évidence? Parce que l'évidence, c'est tout ce qui ne peut certer contre une contestation sérieuse. Et donc, qui a les éléments de preuve contraires à ce que le procureur dit parce que les enquêtes ont été poussées? Puisqu'aussi, pour ne pas... Parce que si on s'inscrit dans ce que l'imaginaire collectif pense, M. Daniel Roland, on risquerait de faire les choses avec probabilité. Et on risquerait non seulement de faire ça avec probabilité, mais il faut normalement que l'enquête nous permette de quitter la probabilité vers la certitude de nos conclusions. La vraisemblance vers l'évidence de nos conclusions. Je dirais exactement, donc pour enlever les doutes, c'est-à-dire vous quittez l'indicatif, les conditionnels pour l'indicatif. C'est-à-dire l'imaginaire collectif disait, Chéribin Okende serait tué par balle, par son garde et autres, mais de suite de l'enquête, le procureur a conclu que Chéribin Okende se serait suicidé. Mais Monsieur Daniel Roland, les conclusions du procureur résultent d'une enquête fouillée à laquelle étaient bien entendu intervenus les experts de la criminalistique ici au Congo, au centre de la police technique et scientifique. Et au niveau international. Exactement, et au niveau international. Donc, s'ils ont conclu ainsi, la foi dit aux actes. Nous ne pouvons que faire d'abord foi à ce que le procureur a dit, parce que c'est lui qui est habilité à prendre des mesures, n'est-ce pas, appropriées et à faire des enquêtes appropriées pour aboutir à cette conclusion-là. Alors, je ne vois pas, même par une intelligence, je dirais, apépriste, par une gymnastique intellectuelle apépriste, je ne trouve pas logique que
la pourriture puisse servir de nourriture à la République. Ça veut dire? Ça veut dire ceci. Je ne trouve pas logique que la pourriture qui résulte de l'imaginaire collectif serve de nourriture à la République. Et donc, nous ne pouvons que prendre acte de ce que le procureur a dit. C'est ça la vérité judiciaire. Mais est-ce que, parce que le procureur a dit, est-ce que le procureur, parce qu'il a publié ses enquêtes, tout le monde est obligé de fermer sa bouche, de ne pas commenter, parce que le procureur, est-ce que les enquêtes rendues publiques par les procureurs ne méritent-elles pas d'être critiquées, remises en cause, par exemple? Ok. Merci beaucoup pour la question. Je m'en vais vous préciser une chose, monsieur Daniel Roland. Nous sommes dans un état de droit. Le procureur, c'est l'autorité instituée pour ces faire. Et donc, en tant qu'autorité instituée, il fait son travail. Mais vous me dites, est-ce qu'on n'est pas placé à discuter sur ce que le procureur a dit ou de remettre en cause ce que le procureur a dit? Dire est une chose. Si vous estimez que le procureur, ce qu'il a dit est une contre-vérité, il y a des voies de droit par lesquelles, n'est-ce pas, la famille de Chéribon Okende peut passer pour aboutir à une conclusion. Exactement. Mais néanmoins aussi, le procureur, si vous venez pour contredire ces mots, il faut faire attention. Lui, ce qu'il dit résulte d'une enquête approfondie, entre guillemets, pour ceux qui ne le croient pas. Mais il faut savoir que ce que le procureur dit reste tel et est une vérité judiciaire. Néanmoins, c'est lui qui veut râler sur la situation. Non seulement qu'il doit avoir de preuves contraires, mais il doit aussi faire attention parce que le faux bruit constitue une infraction. Et aussi, la diffamation constitue aussi une infraction. Ça veut dire quand vous vous révélez de faits sur quelqu'un, lequel se révèle faux, on peut vous attraire en justice pour diffamation. Et les faux bruits aussi sont susceptibles d'être poursuivis. Donc, bref, je vous dis, pour ne pas proliférer mes mots sur la question, dans ces pays, si on veut tarir la source la plus importante des problèmes qui gangrènent l'État et qui guettent, n'est-ce pas, notre pays, il faut normalement se fier aux autorités instituées. C'est vrai, quand ils font leurs rapports, ces rapports-là sont susceptibles de critiques, mais encore faudrait-il pour ceux qui, n'est-ce pas, détiennent des critiques ou de vérités contraires, puissent entamer de voies de droit pour se faire. Autrement, nous ne prendrons jamais en considération la vérité de l'imaginaire collectif. Et donc, c'est pourquoi je vous ai dit que moi, personnellement, je ne saurais pas m'inscrire dans l'imaginaire collectif. C'est que l'imaginaire collectif attend. Il y a ce qu'on appelle les principes de la foi due aux actes. On prend ça tel quel. Il y a des gens qui disent, mais écoutez, Chéribon Okende était trouvé dans le véhicule, ceinture non ensanglantée, mais ses habits avaient le sang, ce qui veut dire que s'il s'était tiré une balle à la tête, et donc comment la ceinture n'a pas été enveloppée de sang. Vous voyez? Et donc, mais tous ceux qui disent ainsi ont-ils la preuve de cela? C'est ça le problème. Puisque vous et moi, personne n'est parti voir là où le véhicule était stationné pour ouvrir et regarder si réellement il y a eu, la ceinture n'était pas ensanglantée ou bien si Chéribon Okende n'était pas tiré. Mais je m'en vais vous préciser une chose en tant que criminologue. C'est que lorsque le procureur nous dit qu'il y a une lettre qu'on a trouvée, non même pas une lettre, il y a une phrase qu'on a trouvée dans l'agenda de Chéribon Okende. Sur cette phrase, en fait, cette phrase disait « Je suis au bout du rouleau ». Je comprends la phrase. Je prends comme tel ce que le procureur a dit. Mais, en tant que criminologue, je précise une chose. Lorsque le criminel veut agir, le criminel peut bien peut bien assainir la scène criminelle. Il peut même faire une phrase. Il dit, je suis au bout du rouleau. Vous dites, bon, cette phrase est vraiment celle que pouvait écrire Chéribon Okende s'il pouvait se suicider. Mais si un criminel
avait écrit cette phrase ainsi. De telle sorte que lorsque vous viendrez à découvrir à l'issue de vos enquêtes, c'est une pareille phrase, que vous puissiez conclure à un suicide. Conclure au suicide serait, n'est-ce pas, c'est fourvoyer. Conclure aussi au suicide serait une manière de s'atteler sur une phrase que le criminel a écrite pour brouiller le piste de l'enquête. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une hypothèse. Parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, un criminel, c'est d'abord un homme intelligent. C'est un homme intelligent. Mais je vous ai dit que, quoi qu'il en soit, c'est un homme intelligent, quoi qu'il en soit, les criminels, quand il vient, n'est-ce pas, pour commettre son crime, il prend toutes les dispositions utiles. Il prépare les terrains. Dans une enquête, si vous venez, vous devez laisser tout, n'est-ce pas, dans la scène du crime telle qu'elle. Et quand vous découvrez, par exemple, la phrase « Je suis au bout du rouleau, à bout de souffle. Je suis au bout du rouleau. » Si vous vous attelez sur la « Ah, il y a eu une balle qui l'a pris en tête. Et puis, du coup, je suis au bout du rouleau. » C'est Chéribon qui s'est suicidé parce qu'il était au bout de tout. Cette conclusion risquerait d'être erronée. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fié sur un élément, n'est-ce pas, écrit par un criminel qui peut brouiller le piste de vos enquêtes. Mais je m'en vais préciser que cela est tout à fait évident. La conclusion du procureur est tout à fait évidente parce qu'elle ne s'est pas seulement limitée sur la phrase, n'est-ce pas, selon la phrase selon laquelle je suis au bout du rouleau, mais elle est partie au-delà pour voir d'où provient la balle. Elle est entrée où, elle est sortie où, et elle est partie où. L'arme était où, il était avec qui. Donc, il y a plusieurs éléments qui entourent, n'est-ce pas, la scène du crime, qui a nécessairement permis au procureur de conclure ainsi. Mais il a aussi été prudent, le procureur. Il n'a pas dit que les enquêtes, n'est-ce pas, ont pris fin. Non. Il a donné la conclusion de cette première enquête qui a pris presque 7 mois, mais rien n'empêche parce que dans la recherche de la cause réelle, de la commission de l'infraction, n'est-ce pas, ou de la commission d'un crime, il y a toujours un temps. Vous prenez le temps, vous pouvez conclure. Ah, on a trouvé telle phrase, mais on a trouvé telle direction de balle. C'est la personne qui pouvait tirer. Et les experts en balistique, les experts en médecine légale pourraient vous en dire mieux. Donc, bref, pour conclure et ne pas prendre votre temps en otage, c'est que le procureur a fait ses conclusions telles quelles. Si j'avais appris du procureur que non, on a trouvé la phrase « je suis au bout du rouleau » et du coup il s'est suicidé, j'aurais pu dire que le procureur s'est laissé fourvoyer, n'est-ce pas, en raison par les criminels qui a écrit la phrase pour brouiller les pistes de leur enquête. Mais il est parti au-delà pour voir d'autres éléments. Mais j'avoue aussi que personne d'entre nous n'a lu les rapports du procureur. Peut-être que l'imaginaire collectif attendait du procureur les éléments détaillés de son rapport plutôt que la conclusion. Je ne dis pas hâtive, peut-être objective par rapport aux éléments du rapport, la conclusion d'après laquelle, à l'issue des enquêtes, il y a tel élément, tel autre élément qu'on a dû trouver, n'est-ce pas, qui ont permis que nous puissions aboutir à une telle conclusion. Donc. Alors, ma dernière question en concernant cette thématique, parce que quand vous allez, je vais vous redonner la parole, c'est pour la conclusion, certainement avec ces sujets liés à Stanislas Boujakira. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si la famille du Chéribon Okende n'est pas d'accord avec les conclusions venant du procureur après la Cour de cassation, est-ce que cette famille a pu aussi aller chercher d'autres voies et moyens, par exemple au niveau international, pour continuer des recherches là-bas et puis pourquoi pas faire d'autres enquêtes? En tout cas, nul n'est empêché d'entamer des procédures légales relatives à la recherche de la vérité sur le décès ou sur la mort. Il y a des organes qui sont prévus. Déjà, le procureur, il a donné ses conclusions, n'est-ce pas? Et puis, je vous ai dit que la famille de Chéribon Okende, même les avocats de Chéribon Okende et sa famille ne sont pas d'accord sur les conclusions du procureur. Mais rien n'empêche qu'il puisse saisir le procureur. Déjà, j'aurais appris que les avocats du Chéribon Okende ont pu solliciter la levée copie du rapport du procureur des enquêtes. Mais est-ce que les enquêtes ont pris fin? Puisqu'encore faudrait-il savoir, monsieur Daniel Roland, qu'on ne demande la levée copie que d'une instruction qui, n'est-ce pas, a pris fin. Parce que quand les enquêtes sont en cours,
vous faites une demande de lever copie des rapports provisoires de ces enquêtes, le procureur ne vous les donne pas. Il vous dit, écoutez, les enquêtes sont en cours, veuillez attendre, nous vous donnerons les rapports. Alors que les avocats et autres ont besoin de ces rapports pour examiner l'évidence de ces conclusions. Voyez-vous, je vous ai dit que l'évidence, c'est tout ce qui ne peut certer contre une contestation sérieuse. Et donc, ce n'est que de suite de l'observation des éléments recueillis par le procureur qu'ils peuvent arriver à cette conclusion-là. Et s'ils redoutent, n'est-ce pas, de la vérité judiciaire résultant des enquêtes du procureur, ils peuvent entamer toute la procédure de voie de droit parce qu'ils ont les avocats pour ce faire. Alors, pour terminer l'émission en 3 minutes, vous commentez quand même concernant cette affaire de Stanislas, ces journalistes aujourd'hui qui se retrouvent au niveau de la prison de Makala, qui après les points de presse du président de la République, beaucoup espéraient voir la situation évoluer, mais Stanis aurait demandé une demande de liberté provisoire qui aurait été révisée. Est-ce qu'aujourd'hui, face à cette décision prise de refuser, voulais-je dire, la demande de la mise en liberté de ces journalistes, ça peut confirmer les propos du président de la République quand il parlait d'une justice malade? Monsieur Daniel Rolland, à mon humble avis, ça ne confirme pas la thèse du président de la République. Bien au contraire, je crois que ça contredit le propos du président de la République. Pourquoi j'ai dit ça contredit? Parce que lorsque le président dit que la justice est malade et que le président s'est indigné même de la détention de Stani Boujakera, le juge, s'ils étaient absolument inféodés, comme on l'a toujours, n'est-ce pas, décrié, ces juges pouvaient ordonner la liberté provisoire. Ils pouvaient se dire, écoutez, bon, le président en a parlé dans son discours en disant que Stani Boujakera, n'est-ce pas, en s'indignant de sa détention, en disant même qu'il n'y est jamais intervenu sur, mais le juge congolais, s'il n'était pas indépendant, n'est-ce pas, il aurait prononcé la liberté, ordonné la liberté provisoire pour Stani Boujakera. Mais le juge congolais ne l'a pas fait, monsieur Daniel Rolland. Et comme il ne l'a pas fait, cela marque bien entendu l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir excusez-moi, l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif. Parce que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l'inféodation est déjà presque patente. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Vous voyez, les politiques prennent plus de la dose sur le pouvoir et autres. Mais il faut retenir une chose, monsieur Daniel Rolland, il n'y a que le pouvoir judiciaire qui peut marquer, n'est-ce pas, efficacement l'indépendance qu'il bénéficie. Et puis, il n'y a que le pouvoir judiciaire qui peut marquer la séparation des pouvoirs. Le président de la République, si le président de la République nous a dit que non, écoutez, je m'indigne, la justice est malade, moi, je vous avoue que c'est que les juges ont fait. Ils se sont résignés, ils se sont attelés sur ce que la loi a dit, les conditions d'octroi de la liberté provisoire. Et cela n'étant pas fait, je finis pour dire, les juges ont vu ce que la loi a prévu et ils ont apprécié souverainement comme la loi les recommande. Je crois avoir répondu ainsi et les juges sont à féliciter parce qu'ils ne se sont pas attelés à l'indignation du président, mais plutôt à ce que la loi a dit. Et le juge est soumis à la seule autorité de la loi. Ce que le président décrit par rapport à la maladie de la justice, c'est peut-être d'autres mots. Mais voici une preuve patente de l'indépendance de la justice face à l'exécutif, j'ai dit. Alors, Maître Cédric, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université de Kinshasa, mais aussi secrétaire général du mouvement des consommateurs légistes. Je vous remercie tant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles. Merci.